Le jour où j'ai récupéré les clés de l'appartement de ma mère a été le jour où j'ai compris que ma vie m'appartenait enfin. Je m'appelle Marguerite. J'ai 64 ans. Et après une carrière de 38 ans, comme infirmière de nuit à l'hôpital Lariboisière, j'avais enfin le temps de souffler. L'appartement se trouvait dans le 11e arrondissement de Paris, rue de la Roquette. Un 3 pièces lumineux au 4e étage, avec vue sur les toits. Ma mère l'avait habité pendant 40 ans. Ses mains avaient poncé ses parquets, ses yeux avaient regardé ce même ciel par ces mêmes fenêtres. Quand le notaire m'a tendu les clés en septembre, j'ai pleuré dans l'ascenseur. Pas de chagrin seulement, de gratitude. Aussi, et de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la sensation d'avoir un endroit rien qu'à moi, mon compagnon Gérard, avec qui je partage ma vie depuis 6 ans, sans jamais avoir fusionné nos domiciles lui à Vincennes. Moi, dans mon studio du 20e, avait tout de suite compris ce que cet appartement représentait pour moi. « Tu vas enfin avoir de la place pour respirer », m'avait-il dit en portant les cartons. Gérard est médecin retraité. Il comprend la valeur du silence après des années passées à courir dans des couloirs d'hôpital. Ma cadette, Sylvie, était venue m'aider à vider les affaires de maman. Elle habitait Lyon avec son mari Patrick et leurs 2 fils déjà adultes. Nos relations avaient toujours été cordiales en surface. Mais Sylvie avait une façon particulière de considérer les choses familiales comme des ressources partagées, surtout quand ces ressources appartenaient aux autres. Pendant le tri, elle avait promené son regard sur chaque pièce, avec une attention que je connaissais bien. Pas l'attention du deuil, l'attention du calcul. J'avais prévu de passer les fêtes de Noël dans cet appartement pour la première fois. Gérard et moi. Peu. Être Hélène, ma meilleure amie depuis le lycée, et sa fille, un réveillon intime. Une table dressée comme maman le faisait, des bougies sur le rebord de la fenêtre, le bruit feutré de Paris sous la neige, si on avait de la chance. J'avais déjà acheté la nappe en lin que j'avais repérée au marché d'Aligre. J'avais déjà réservé le chapon chez le volailler de la rue Oberkampf. Ces projets ont volé en éclats un mardi soir de novembre quand mon téléphone a sonné. Marguerite. La voix de ma sœur avait ce timbre particulier qu'elle prenait quand elle avait décidé quelque chose et cherchait simplement ma validation. J'ai réfléchi pour Noël. Patrick et moi. On a pensé que ce serait bien de fêter ça en famille cette année. Vraiment en famille. J'ai attendu. Avec l'appartement de maman, tu as la place. Ça ferait du bien à tout le monde de se retrouver là, bas, dans son appartement à elle, pour lui rendre hommage. En quelque sorte, j'ai demandé de combien de personnes elle parlait. Oh, pas grand monde. Patrick et moi. Les garçons avec leurs petites amies, la belle-mère de Patrick qui ne peut pas rester seule, les cousins de Lyon que tu n'as pas vus depuis l'enterrement, la tante Odette, bien sûr, et puis les voisins de Patrick qui sont très sympas et qui n'ont nulle part où aller à Noël. J'ai fait le calcul en silence. 26 personnes, dans un 3 pièces parisien de 68 mètres carrés, et évidemment, a-t-elle ajouté avec ce naturel qui me stupéfiait toujours, « Tu cuisines si bien ? Maman t'avait tout appris. Ce serait beau de retrouver ces recettes. La bûche, la dinde au marron, la soupe de poireaux pour commencer. » Le silence de mon côté n'était pas de la surprise. J'avais 64 ans et je connaissais ma sœur depuis 60, et un de ces 64 années, ce silence était autre chose. C'était la sensation très nette d'une décision qui se cristallise. Je te rappelle demain. Ai-je dit simplement « Bonne nuit ». Sylvie. J'ai posé le téléphone sur la table basse et je suis restée longtemps à regarder le plafond. Les moulures anciennes, légèrement fissurées près de la fenêtre, maman les connaissait par cœur elle aussi. J'en suis sûre. Les souvenirs sont remontés comme ils font toujours dans ces moments-là. En désordre et avec une précision cruelle, le Noël d'il y a 5 ans. Dans mon studio du 20e, Sylvie avait décidé au dernier moment que ça serait plus pratique
de fêter ça chez moi plutôt que de prendre le train avec les bagages. Elle était arrivée à 10 à 9 heures avec Patrick, leur fils, 3 valises et une liste de régimes alimentaires que je n'avais appris qu'en ouvrant la porte. Le beau-père ne mangeait pas de porc. La petite amie de l'aîné était intolérante au gluten. Patrick lui-même venait de se découvrir une sensibilité aux produits laitiers. J'avais passé la nuit du 24 debout à adapter des recettes que j'avais préparées depuis une semaine. Le matin du 25, Sylvie m'avait dit que la bûche manquait un peu de légèreté. Je n'avais rien répondu. 2 ans plus tôt, c'était le baptême du fils de la cousine de Patrick. Sylvie avait proposé mes services pour l'organisation sans me consulter. J'avais préparé les petits fours pour 80 personnes dans ma propre cuisine, pris 2 jours de congé pour ça. Et personne ne m'avait remercié autrement que par un « c'était bien » prononcé en passant. Il y avait aussi cet été où Sylvie avait sous-loué mon studio à une amie pendant que j'étais en vacances, pour m'aider à payer les charges. Comme elle disait, je n'avais jamais vu la couleur de cet argent. Hélène avait essayé de me mettre en garde des années durant « Marguerite, tu es la grande sœur. Tu te sens responsable. C'est normal. Mais il y a une différence entre être présente et être disponible à volonté. » Je l'avais écoutée en souriant, trouvant toujours une bonne raison de minimiser. C'était Sylvie. C'était la famille. On ne compte pas avec la famille. En réalité, j'avais peur. Peur des conflits ouverts, que je n'avais jamais su gérer. Peur d'être celle qui casse l'ambiance. Peur surtout de ce mot terrible que les femmes de ma génération redoutent plus que tout être qualifié d'égoïste. Cette peur m'avait coûté cher. Elle m'avait coûté des week-ends, des vacances sacrifiées, une énergie que je n'avais plus à 64 ans, après presque 4 décennies de nuit à l'hôpital. Elle avait failli me coûter Gérard, qui ne comprenait pas pourquoi je m'épuisais, pour des gens qui ne me demandaient jamais comment j'allais. Ce soir-là, devant les moulures du plafond de maman, j'ai compris quelque chose d'important. La peur de décevoir les autres m'avait si longtemps empêché de me respecter moi-même que j'avais fini par ne plus savoir ce que ce mot voulait dire. Se respecter. Tenir sa propre place. Dire non sans avoir à plaider sa cause devant un tribunal imaginaire. Cet appartement était la dernière chose que ma mère m'avait donnée. Il était hors de question que j'en fasse un buffet de cantine pour 26 personnes qui n'avaient pas eu la délicatesse de demander. J'ai composé le numéro d'Hélène. J'ai besoin de ton aide. Ma sœur vient de décider que j'organisais Noël pour toute sa belle famille dans l'appartement de maman. Un court silence. Puis, et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui rendre service. Ai-je répondu? Je vais libérer l'appartement pour Noël. Hélène avait ri. Ce rire bas et complice que je lui connaissais depuis 50 ans. Je t'écoute. L'idée avait germé simplement, comme les meilleures idées, propres, légales, irréfutables. Hélène travaillait depuis 3 ans comme conseillère pour une agence de location saisonnière. Elle connaissait la plateforme dans ses moindres détails. L'appartement rue de la Roquette en décembre. M'avait-elle expliqué? C'est extrêmement demandé. Paris à Noël. Les touristes étrangers. Les familles qui veulent passer les fêtes dans le 11e. Tu peux demander entre 220 et 250 € la nuit sans problème. Pour une semaine du 23 au 30 décembre, tu peux facilement obtenir 1500, 600 €. Je l'avais laissé parler, sentant quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Et toi? Pendant ce temps, avait-elle demandé? J'avais réfléchi une seconde. Homie, je n'y suis jamais allée. Off note, nous avons passé la soirée au téléphone, puis le lendemain après-midi ensemble à son bureau. Hélène avait rédigé l'annonce avec les photos que nous avions prises cet automne lors d'un après-midi ensoleillé, parquet en point de Hongrie, moulure d'époque, lumière de fin d'après-midi sur les toits. L'annonce était en ligne à 10 à 8 heures, à 20 et 1 heure. Nous avions 6 demandes.
À minuit, l'appartement était loué pour 7 nuits par une famille britannique de Bristol, les Sarissons, qui voulaient passer Noël à Paris pour la première fois. Gérard était dans la confidence depuis le début. Il avait réservé les billets de train pour Rome le soir même, départ le 22 décembre. Retour le 29, hôtel dans le Trastevere. À 2 pas de la place, Santa Maria, il avait l'air plus heureux pour moi que pour lui. Tu mérites ce voyage depuis au moins 10 ans, m'avait-il dit. Ce qui restait à faire, c'était prévenir Sylvie. Je n'ai pas appelé, j'ai préféré lui écrire, parce que j'avais besoin que mes mots soient exacts, sans l'émotion qui me fait parfois chercher mes phrases, à voix haute. Sylvie, j'ai réfléchi à ta proposition pour Noël. Je ne pourrai pas vous accueillir dans l'appartement. J'ai loué le logement pour la période des fêtes et je pars moi-même en voyage. Je te souhaite de très bonnes fêtes avec Patrick et votre famille. Affectueusement. Marguerite, elle a rappelé dans les 20 minutes. Loué. Tu as loué l'appartement de maman. Oui. Mais nous avions prévu. Tu avais prévu. Sylvie. Tu ne m'avais pas demandé mon avis. Tu m'avais informé. Un silence. Puis, avec cette intonation légèrement blessée qu'elle maîtrisait depuis l'enfance, je ne comprends pas. On est de la même famille. Cet appartement appartenait à maman. Oh, cet appartement m'appartient désormais à moi. Maman a fait ce choix et je le respecte. Et nous? On fait Noël où la belle-mère de Patrick ne peut pas voyager loin. Les garçons avaient libéré leur date. Je suis désolée pour la logistique. Lui ai-je répondu sincèrement, mais je ne suis pas responsable de plans que je n'ai pas validés. Elle a raccroché. Je savais qu'elle rappellerait. Elle a rappelé le lendemain, puis le surlendemain. Les messages variaient entre la tristesse feinte, l'argument du deuil partagé. Maman serait malheureuse de nous voir séparés à Noël, et une tentative plus directe d'inverser la culpabilité. Les enfants étaient tellement contents à l'idée de voir Paris. J'ai lu chaque message. J'ai répondu à chacun avec la même douceur et la même fermeté. Hélène était présente comme elle l'avait toujours été. « Tu tiens bon ?» me demandait-elle chaque soir. « Je tiens », répondais-je. Et c'était vrai. Quelque chose en moi s'était solidifié. Comme une vertèbre remise en place après des années de mauvaise posture. Le 18 décembre, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Une voix de femme, posée, légèrement gênée. C'était la belle-sœur de Patrick, Véronique, que je n'avais rencontrée que 2 ou 3 fois. Marguerite, je voulais vous appeler personnellement. Je sais que la situation est compliquée, mais je voulais vous dire que j'ai trouvé ça très courageux de votre part. Sylvie nous avait présenté les choses comme si c'était acquis. Personne ne vous avait vraiment demandé votre accord. Sa franchise m'a touchée. Merci. Véronique. Icosprithry, nous avons finalement loué un gîte en Ardèche pour le groupe. Ce n'est pas Paris, mais les enfants vont adorer. Patrick commence à comprendre que sa famille ne peut pas s'inviter chez les gens sans prévenir. Elle a ri doucement. J'ai ri aussi. Bonne fête. Véronique. Bonne fête. Marguerite. Anda. Le 22 décembre matin, Gérard et moi avons déposé les clés chez Hélène, qui s'était proposée pour accueillir les Harrison à leur arrivée. J'avais laissé un petit mot pour eux sur la table de la cuisine, à côté d'une bouteille de Bourgogne et d'un plan du quartier, annoté à la main les meilleures boulangeries, le marché d'Aligre, le café où maman prenait son chocolat chaud le dimanche matin depuis 30 ans. Dans le train pour Rome, Gérard lisait. Je regardais défiler les banlieues puis les premières plaines, puis progressivement le paysage qui changeait de texture, plus sec, plus doré. J'avais dans les mains un carnet neuf que j'avais acheté la veille, parce que j'avais envie d'écrire pendant ce voyage, pas pour raconter à quelqu'un, juste pour moi.
J'ai pensé à Sylvie. Pas avec colère. La colère s'était dissipée au fil des jours, remplacée par quelque chose de plus calme et de plus net. Je pensais à elle comme on pense à une réalité qu'on a longtemps refusé de regarder en face. Ma sœur ne me considérait pas comme une égale, elle me considérait comme une ressource, disponible par défaut, reconnaissante par devoir. Ce n'était pas de la méchanceté. J'avais fini par le comprendre. C'était une habitude installée sur des décennies parce que je ne l'avais jamais contredite. Les habitudes se désapprennent, mais seulement quand on cesse de les alimenter. Rome était froide et lumineuse. Nous avons marché pendant des heures les premiers jours, sans but particulier, entrant dans les églises au hasard, buvant du café, debout au comptoir, comme le font les Romains, mangiant des carciofi alla Giudia, dans une trattoria d'Ughetto. Gérard photographiait les fontaines. Moi j'écrivais dans mon carnet. Des petites choses, des observations. Des souvenirs de maman qui remontaient dans ce dépaysement. Le 24 décembre au soir, nous avons dîné dans un restaurant minuscule de la Via dei Giubbonari où le patron, un homme de 70 ans aux mains larges, avait insisté pour nous offrir le digestif. La salle était pleine. Les conversations se mêlaient en italien, en anglais, en quelques mots de français. À la table voisine, une famille avec 3 jeunes enfants. Le plus petit dormait sur sa chaise, la joue posée sur la nappe. J'ai pensé à maman. Bien sûr, à ses Noëls à elle, à la façon dont elle posait les assiettes avec une application silencieuse et un sourire satisfait. Elle aimait recevoir. Elle. Vraiment. Ce n'était pas une corvée pour elle. C'était un plaisir. La différence, j'avais mis du temps à la comprendre. C'est qu'elle choisissait. Personne ne lui imposait. Elle invitait parce qu'elle le voulait. Elle préparait parce que ça lui faisait plaisir. Et quand elle était fatiguée, elle le disait et tout le monde l'entendait. Moi, j'avais renoncé à choisir depuis si longtemps que j'avais confondu la résignation avec la générosité. Gérard a levé son verre. À ta mère. À ma mère. Nous avons trinqué dans ce restaurant romain le soir de Noël. Et c'était l'un des réveillons les plus paisibles de ma vie. Quand nous sommes rentrés à Paris le 29 décembre, les Harrison avaient laissé l'appartement dans un état impeccable. Sur la table, ils avaient posé un bouquet de fleurs séchées et une carte Dear Margaret. Thank you for sharing your mother's beautiful home with us. We felt her presence in every detail. We hope you had a wonderful Christmas wherever you were. La traduction approximative que Gérard m'a faite m'a fait monter les larmes aux yeux. Sylvie a fini par m'appeler le 3 janvier. Sa voix était différente. Plus basse. Moins assurée. Elle a dit qu'elle avait passé Noël en Ardèche, que c'était bien, que les enfants avaient aimé. Un silence. Puis Patrick m'a dit des choses sur moi et ma façon d'organiser les choses pour les autres. Je n'ai pas répondu. Je la laissais chercher ses mots. Je crois que j'ai pris des habitudes. Avec toi surtout, parce que tu n'as jamais rien dit. Escrust. Non. Ai-je répondu doucement. Je n'ai jamais rien dit. Ça ne voulait pas dire que tu étais d'accord. Non. Ça voulait dire que j'avais peur de ne pas être aimée si je refusais. Un long silence. J'entendais sa respiration. Je ne savais pas ça. A-t-elle finalement dit? Je ne te l'avais jamais dit. Louane. Nous avons parlé longtemps ce soir-là. Pas tout. Pas tout de suite. Il y avait 40 ans de malentendus silencieux à démêler, et on ne fait pas ça en une seule conversation. Mais quelque chose s'était ouvert entre nous, un passage que nous avions toutes les deux contribué à boucher, chacune à notre façon, elle en prenant, moi en ne disant rien. Sylvie n'avait pas demandé pardon en toutes lettres. Ce n'est pas son style, ni d'ailleurs vraiment le mien. Mais elle avait dit quelque chose que je n'attendais pas. La prochaine fois que je veux qu'on passe du temps ensemble, je te demanderai d'abord si toi,
tu en as envie. C'était suffisant pour commencer. 2 semaines plus tard, j'ai inauguré l'appartement comme je l'avais imaginé depuis le début. Un dîner du vendredi soir, Gérard, Hélène et sa fille, et ma voisine de palier Françoise, une femme de 70 ans qui avait connu ma mère et à qui je voulais, depuis longtemps, proposer quelque chose de simple. J'ai cuisiné les recettes de maman, la soupe à l'oignon gratiné, le poulet au citron confit, la tarte aux pommes avec la pâte sablée qu'elle faisait à la main, pas parce que quelqu'un l'attendait, parce que j'en avais envie. La table était dressée avec la nappe en lin d'Aligre, des bougies sur le rebord de la fenêtre, le bruit de Paris en bas, lointain et constant, comme une respiration. Hélène a porté un toast à Marguerite, qui a enfin compris que sa maison était à elle. Françoise a ajouté, avec ce sens de la formule que donnent les années et qu'il a prouvé sans élever la voix. J'ai regardé autour de cette table, ces visages dans la lumière des bougies, l'appartement de ma mère qui était devenu le mien, vraiment le mien. Pas un lieu de service, mais un espace choisi. Habiter selon mes termes, se faire respecter. J'avais cru pendant des années que c'était une bataille à mener contre les autres. J'avais découvert à 64 ans que c'était d'abord une décision qu'on prend pour soi. Silencieusement, sans tambour ni trompette, en posant simplement ses limites là où elles auraient toujours dû être. Ma mère, j'en suis convaincue, aurait souri. Si cette histoire a résonné avec la vôtre, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi de quelle région de France vous venez. Et répondez à cette question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire non à quelqu'un que vous aimez? Et d'en être fier, votre témoignage peut toucher quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui